Et salut tout le monde, bienvenue dans le cas du Mins, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les lectures de la semaine, oui. Ah, j'ai oublié un truc. Pardon. Ta mère, elle suce des ours. Ça marche, impeccable. Oui, donc que disais-je? Ça vous dirait que je parle de BD, vous? Non, je vais sélectionner 5 œuvres. 5 œuvres comics, BD, nanana, un truc. Le must-have, comme disent les Américains. Grosse semaine, hein. Là, il y a quand même le dernier Mathieu Bablé, hein. Silent Genesis, que je vais vous parler au cours de la vidéo, vous verrez. Vous vous rappelez de la lecture royale de la cave? Bon, bah voilà. Le tableau est toujours là, il a pas bougé, hein, parce que bah, il y a pas de truc mieux que la 10e place. Mais en tout cas, Shangri-La et Carbone et Silicium, hein. 3e et 4e place de façon respective. Donc c'est quand même vachement bien. Ceux qui sont là, c'est pas Joe Clodo et Mathieu Bablé, bah je l'attends de pied ferme. On va commencer tout de suite d'ailleurs avec un des mecs qui bossait au label 619 sur les Doggy Bags et compagnie. On va pas perdre beaucoup plus de temps, c'est parti. On commence évidemment avec une œuvre sortie le 5 septembre 2025, 19,95€, 120 pages, sortie chez Ankama. Bim, c'est Jacob. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais pas? Moi non plus, je connaissais pas. Comment ça se fait que j'ai découvert ce truc? Je vais tout te dire. 120 pages, un diptyque, donc livre 1 sur 2, La Communauté. C'est scénarisé par Mud et c'est dessiné par Zepping. Mud. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, je lisais des BD, et effectivement, il y avait une BD que j'aimais beaucoup, c'était une BD qui s'appelait Doggy Bags, et très souvent, Mud officiait dans ses histoires en tant que scénariste. J'arrête avec cette putain de voix, c'est horrible. Et du coup, bah, Doggy Bag, il y avait souvent Mud, Ron, tu vois, Bablé, voilà, on va en reparler, évidemment, on va en reparler. Et du coup, j'étais en mode, bon bah, ok, c'est cool, frérot, mais j'adore ce mec, qu'est-ce qui se passe? Je le suis, c'est qui? Qu'est-ce qu'il devient? Bim! Il avait sorti cette dinguerie à l'époque, Trench Food, donc j'avais parlé dans la cave du Mins parce que je l'avais adoré cette BD, dessinée par l'immense Guy Salberti. J'adore son dessin, Mud, j'adore ses scénarios, les tous plus tarés les uns que les autres, donc ça donnait des trucs complètement redneck, complètement fêlés, complètement barjots, et j'en étais fou furieux. Un matin, je reçois un message de Mud, on était rentré un petit peu en contact vite fait, mais voilà, on ne se connaît pas personnellement, et il m'envoie un message en disant salut Miss, ça va quoi ma gueule? Est-ce que ça te dirait que je t'envoie le dernier projet que j'ai fait avec la storyboardeuse de la saison 2 d'Arcane? Oui, frérot, balance en fait, à un moment, qu'est-ce que tu fous là? Comment ça se fait qu'il est pas déjà en expédition, le bordel? Donc, vous l'aurez compris, c'est un service presse, et je lui ai dit, bah écoute, je t'en ferai un retour franc. Donc, je vais faire un retour franc en privé, et j'ai décidé d'en parler parce que je trouve que c'est une BD qui soulève énormément de ficelles, narrative et scénaristique, que j'ai adoré. Nous commençons l'histoire dans une toute petite bourgade de 330 habitants à peu près, en Oklahoma, qui s'appelle Bridgebrook, un truc comme ça. Ah, Bridgebrook, autant dire que c'est le trou de balle de la planète. Alors, y a rien à y faire, mon pote. Sauf que, bah, dans cet état, dans ce village, dans cette région, il y a des tempêtes, des ouragans, des tornades. Et il y a une tornade qui va faire rage et exploser la petite ville de Bridgebrook, vraiment en 1000 morceaux. Dans ce village, il y a une famille avec cette petite fille cette fille que l'on voit sur la cover qui s'appelle, j'allais dire Jacob, pas du tout, Harper. Et elle a un père qui s'appelle Ted, je crois. Sa mère, je sais plus. Et il y a son petit frère. Voilà. Donc on commence l'histoire avec le père qui revient dans sa bagnole de flic parce qu'il est flic et qui essaie d'appeler sa famille pour dire mettez-vous à l'abri, qu'est-ce qui se passe, j'entends rien, qu'est-ce que c'est quoi le bordel. Et dès le début on va comprendre qu'en fait bah les deux parents vont survivre, Harper va survivre, mais le petit dernier, lui, le petit garçon, il va décéder dans cette tornade. Donc là c'est la boulette mon pote, c'est la boulette, c'est la merde. C'est pas ouf. C'est très très tragique tout de suite quoi, tu vois. C'est pas drôle d'ailleurs. 2 ans plus tard, on va retrouver cette famille-là dans l'église de Bridgebrook où le curé, hein, l'équivalent du curé là-bas, ou le pasteur, je sais plus comment on appelle ça là-bas, va tout simplement dire que Bridgebrook ne sera plus jamais la même. Il est arrivé à bouleverser les vies de tout le monde dans le village quoi. Donc on arrive, il rentre à la maison après cette espèce de messe qu'il a pu donner, l'homme religieux là, et puis bah du coup ils rentrent à la maison et tu te rends compte que Harper vit dans une famille où son père a tendance à picoler un petit peu. Par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure sur la consommation, vice versa. Bah, je suis désolé, mais je vois pas de quoi tu parles. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et assez colérique.
Je comprends pas de quoi tu parles. Sa mère, elle, c'est un fantôme. Elle dit plus un mot, elle est en pleine dépression, elle n'arrive toujours pas à digérer le décès de son propre fils. Et elle va tout simplement évoluer dans cette famille dysfonctionnelle, atroce, où elle va plus du tout trouver sa place. Et Harper traîne avec des gens de son âge, mais des gens qu'elle n'apprécie pas plus que ça. Elle a une copine qui se sert juste d'elle comme une espèce de faire-valoir ou comme confidente pour lui expliquer tout simplement que ouais... T'as vu ma vie comme elle est extraordinaire, t'as vu j'arrive à sortir avec un tel, tiens je vais essayer de te brancher avec le copain de mon copain. Et elle est en mode mais non mais j'ai pas envie de ça là. Je sens qu'elle a un petit côté rebelle parce que au tout début de l'histoire tu la vois, elle est toute mimi la petite. Tu sens qu'elle est toute mimi mais elle est apeurée, elle est paniquée. Son père va être obligé de faire quelque chose qui est atroce devant ses yeux et elle va comprendre le décès de son frère très rapidement. Et en fait dès que 2 ans plus tard tu vas retrouver la famille, tu vas sentir que Harper elle est devenue beaucoup plus rebelle, beaucoup plus à fleur de peau et tu sens qu'elle a de la haine en elle. Elle est vraiment toujours au stade de la colère. Elle va évoluer dans cette famille-là et elle va traîner avec des gens qu'elle aime pas trop jusqu'au jour où elle va rencontrer une jeune fille. Parce que dans toute l'histoire, tu vas te rendre compte qu'il y a une espèce il y a des hippies qui se sont installés dans le village. Les habitants de ce village de Bridgebrook voient ça d'un œil mauvais, tu vois. Ils sont en train de se dire bordel de merde, tous ces hippies qui bossent pas, tous ces camés, tous ces merdes et tout, tu vois. Vraiment le typique discours un peu cliché de ce qu'on peut avoir en campagne, même chez nous, tu vois. Comme quand il y a des gitans qui s'installent à côté de chez nous, t'entends souvent les mecs dans les bars. Non, c'est bon, j'ai assez bouffé de cacahuètes. Non, mais moi à Monaco plutôt. Merci Francis, ça roule. Oh Pierrot. Et tes copains gitans là, ils sont revenus là. Et figure-toi qu'ils se sont installés cette fois-ci au stade de foot. Ils vont bien la ruiner la pelouse du stade de foot si tu vois ce que je veux dire, hein. Et qui c'est qui va encore payer? C'est Bibi. En même temps ça fait 10 ans qu'ils demandent des aires d'accueil pour les gens du voyage et y a rien qui bouge donc ils font ce qu'ils peuvent les pauvres. Ouais. Et puis je te rappelle que toi t'as pas dû dépenser grand chose pour acheter le terrain sur lequel tu es en ce moment, hein. Terrain constructible, terrain agricole, terrain constructible, terrain agricole. Ça va être un petit peu plus simple quand son tonton est le maire du village, non? Ah, ne me lance pas là-dessus, Pierrot, hein. Après, t'es peut-être jaloux. Moi, jaloux. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, bordel? N'importe quoi. Je vais te dire un bon truc, moi je me suis fait tout seul, à la sueur de mon front, je dois rien à personne. Je ne suis pas un putain d'assisté, moi. Mon vieux, je sais pas ce qu'il te faut, hein. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Non mais parce que là je me pose des questions vraiment. Je voulais savoir, ton arbre généalogique il est en forme de cercle. Qu'est-ce que t'as dit là? Vu qu'on parle carte sur table, je voulais savoir, ta femme, c'est aussi ta tante? Quoi? Est-ce que tu chopes toujours la gaule quand tu vois ta mère à poil? Je vais te buter. Je t'attends, je te déteste. Harper va faire la rencontre d'une de ces personnes-là qui vivent un peu à l'écart du village, mais qui vivent effectivement en communauté. Elle va intégrer cette communauté-là et s'y sentir bien. Parce qu'on va l'écouter, parce qu'on va la regarder, parce qu'on va lui faire des compliments. Tu sens un peu le truc venir. On va parler d'une secte. Clairement, on est clairement là-dedans sur une secte et on va réussir à intégrer cette secte-là par rapport à Harper. Harper ne va, dans cette BD-là, pas comprendre du tout ce qui va lui arriver dans un premier temps. C'est qu'un premier tome sur 2. Je vous raconte pas la fin de ce premier tome évidemment. On va faire la rencontre de Jacob. C'est une œuvre qui vraiment, le scénario est maîtrisé de A à Z. Ça se lit, mais c'est du velours. Il y a une espèce de dynamisme. C'est un page turner où t'es constamment en train de vouloir savoir ce qu'il y a derrière la page, qu'est-ce qui se passe. Il y a une tendance de ouf parce que le père va comprendre que sa fille est enrôlée dans cette secte-là. Elle, Harper, tu vas voir ça par rapport à son propre regard. Ses anciens amis à Harper, ils vont commencer à lui casser les couilles. Tu vas voir les engueulades qu'il y a entre le père et la mère, alors que le père il est vraiment colérique, il pète des... Enfin c'est incroyable, vraiment l'histoire elle est incroyable, elle est ficelée de A à Z. Le dessin sert vraiment très bien l'histoire, c'est peut-être pas mon style, c'est pas mauvais, vraiment pas mauvais, il y a des belles expressions de visage, il y a aucun moment où tu te demandes qui est qui, t'es pas sûr du sentiment que la personne ressent, t'as pas besoin de mettre des mots sur les images, ça c'est plutôt cool, mais c'est un dessin qui, peut-être de par les origines de Zepping, tire vachement sur le manga quoi, et je sais pas si c'est ce que je préfère. À titre personnel, vous commencez à me connaître, mais en tout cas c'est très beau, la couleur est hyper bien amenée, les personnages sont assez charismatiques, chacun a un chara-design qui est quand même assez propre. Moi là où je regrettais un petit peu c'était par rapport aux détails dans le paysage. Je trouve qu'il n'y a pas assez de détails. Alors moi je suis un peu un débilos là-dessus, mais j'aime bien que le décor nous raconte également une histoire, rien qu'en regardant une image, un décor, un paysage, tu peux comprendre ce qui s'y est passé, quel a été le passé de cet endroit, et voilà, même dans le détail des voitures et tout, je trouve que c'est un petit peu sommaire à mon sens, voilà, c'est un tout petit peu sommaire. Dans tous les cas, je vais pas parler beaucoup plus du dessin, parce que vous l'avez compris, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ça va convaincu énormément de personnes, et ça va forcément plaire à beaucoup d'entre vous, et c'est pour ça que je voulais absolument vous la montrer. Le
scénario est incroyable, j'ai hyper hâte au tome 2, vraiment c'est incroyable. L'œuvre est très stylée, pour moins de 20 balles, franchement ça vaut largement le coup. Mud est trop fort, des années après l'avoir suivi sur le Doggy Bag et tout, le mec est toujours au rendez-vous, c'est incroyable. C'est tellement efficace, le sujet me parle mais à 1000%, l'endroit géographique, le contexte social, le découpage il est simple, mais il est honnête, franchement, voilà. C'est une histoire de toute manière où il n'y a pas des énormes onomatopées de maboule et tout. T'as quand même des trucs assez intéressants, et puis quand il y a un peu de dynamisme, tu sens qu'il y a un côté oppressant et bien amené, il y a quand même des petites subtilités en termes de mise en page. Donc c'est plutôt cool, mais c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Moi, vraiment, le scénario de Mud m'a foutu sur le cul. Donc évidemment, c'est chaudement recommandé par la cave du Mills, Jacob. Et maintenant, mes petites perruches, nous allons tous brûler dans les flammes de l'enfer avec un comics sorti le 17 septembre 2025 qui coûte 20,50€ et qui est sorti chez Delcourt, aux États-Unis, distillerie encore frappée. pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Oui, voilà. The Big Burn de Joe Anderson qui a fait Skyward. C'est sorti chez iComics, si je ne m'abuse. Et Lee Garbett. Alors Lee Garbett, voilà, lui il est scénariste, dessinateur, mais il a dessiné du Thor, il a fait du Batman Detective, il a fait du Avengers récemment, en 2021 je crois, ou 2021. Il a fait quoi le man? Il a fait beaucoup de covers, il a fait pas mal d'ancrage. Enfin le mec est très bon. Il bosse autant chez DC que chez Marvel, autant il fait aussi de l'indépendant. Donc le mec c'est pas... Et Lee Loudrive à la couleur. Et ça, mon pote, ça c'est un gage de qualité. Oh oui. De quoi ça parle? On va suivre Owen et Carly. Ils sont deux personnes, un homme et une femme, qui vont se rencontrer durant un braquage. C'est un petit braquage où ils sont à Barrington dans l'Illinois. Alors on est pas mal aux États-Unis, hein, je vais pas vous mentir. Deux personnes qui se rencontrent pendant un braquage, c'est-à-dire qu'il y a une meuf, il y a un mec qui vient et qui met un mot sur la tablette et qui dit Bon écoute, maintenant tu vas me charger le sac et tu vas m'ouvrir le coffre avant que je te pète ta gueule. Et la meuf fait En fait, c'est moi qui suis en train de braquer la banque, là. Donc, voilà. Charlie et Owen, parce qu'ils ont pas compris, c'est qu'ils ont pas ni au début ou la fin de l'histoire. C'est-à-dire que la meuf, elle a réussi à intégrer dans la banque en cachant tous les bordels pour pas se faire griller et tout, mais elle n'arrive pas à ouvrir le coffre. Donc voilà, donc elle a tout prévu mais elle a pas ouvert le coffre. Et lui, il sait comment ouvrir le coffre, mais par exemple il a pas pensé une seule seconde que pour partir avec l'argent, c'est mieux d'avoir un véhicule. Ah mais voilà, donc deux teubés quelque part. Non mais on est là-dessus quoi. Deux teubés qui se rencontrent en prison, donc ils prennent goût, ils tombent amoureux l'un l'autre durant ces braquages. Il s'est vendu je crois comme le Bonnie and Clyde en enfer, bref. Alors j'ai pas trop ressenti ça, parce que ça tue pas non plus, ça tue pas quoi. Tu vois, c'est pas, ça reste des braquages à la cool. Alors ça va très très vite, c'est un comics qui va très vite. Là, tout ce que je vous ai raconté, c'est sur 1, 2, 3 pages. Vous remarquerez, j'adore ça. J'adore ça. Des petites explications au sein même de la page. Pour t'expliquer, tout simplement, avec humour, que là, c'est le mec a un sourire charmeur, et du coup, la gérante est fraîchement divorcée. Donc, ils se sont renseignés un peu en avance. Il a le petit temps qui s'emballe. Et effleure en guise de distraction. Tu vois, elle est là, derrière, elle est là, inspecte le magasin, clone le téléphone et la carte d'accès de la gérante. Avait un portefeuille il y a 2 minutes. Portefeuille. Voilà. Donc j'adore la façon dont c'est dessiné. Des petites astuces qu'on utilise dans le 9e art pour rendre tout cela un peu divertissant. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. Donc du coup, les deux, je continue, excusez-moi. En 5-6 pages, on t'explique qu'ils ils continuent les braquages jusqu'au jour où ils vont se faire gauler. À la 6 ou 7e page, ils se font gauler, voilà, sur cette page-là. Et la page d'après, ils sont en prison, et en prison, il y a le diable qui vient leur demander, je vois que vous avez pris goût à faire des conneries, mais moi je peux vous aider. Vous savez qui je suis? Bah ouais, t'es le diable. Ça va très vite. Et le diable est hyper stylé, frérot, regarde ça, comme c'est beau. Classe Dallas. Franchement, il est stylé. Et le diable, il te dit, bon, écoutez, vous êtes dans beaux draps, tous les deux. Et il t'explique tout simplement que, en échange de votre âme, je peux vous rendre votre liberté. Alors, il se pose la question, puis d'un coup, ils acceptent. Très vite. Hein. En une page, ils acceptent. Donc, ça va très très vite. Et suite à ça, ils se disent, on s'en fout de notre âme. À la limite, on s'en bat les reins de notre âme. Voilà. Sauf que, dans notre âme, c'est ce qui est expliqué dans ce comics, il y a les sentiments. La façon de te dire que la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'il y a ce petit quelque chose qui fait que, et tout ça, ça va leur être enlevé. Et du coup, ce couple-là va... Alors, c'est difficile au début de s'accrocher parce que tu dis c'est un couple qui s'aime, mais t'as pas eu assez en amont pour te rendre compte qu'ils s'aimaient. Parce que c'est arrivé très très vite. En 2 pages, tu t'es rendu compte qu'ils ont fait plein de braquages intenses et ils sont amoureux l'un l'autre et c'est leur kiff. Mais en fait, tu t'es pas assez accroché pour te rendre compte qu'ils sont vraiment heureux. C'est juste le petit point faible de ce comics. Tout le reste est très bien. Tout le reste est top, même la fin elle est cool. On continue. Du coup, voilà, ils sont plus amoureux, donc ils tombent plus trop amoureux, donc les chemins se séparent. Et en fait, là, le diable revient vers eux et leur explique tout simplement que l'enfer, parce qu'il va un moment, il y a un des deux qui va mourir,
mourir, et le diable va s'en emparer, parce qu'il a donné son âme au diable forcément, dès qu'il crève, le diable s'en empare, et il lui explique tout simplement, bah viens, je vais te faire visiter un peu l'enfer, si tu veux. Et l'enfer, c'est un casino, des tables de blackjack, des bars de pole dance, de la cocaïne, enfin voilà, des jacuzzi, enfin voilà, c'est vraiment un casino. Ni plus, ni moins. Le paradis, mon pote. Il explique aussi que, eh bien, il y a un coffre-fort, et dans ce coffre-fort-là, il y a les âmes de tout le monde. Vous en doutez, ces deux personnes-là vont essayer de se retrouver, Owen et Carly, ensemble, pour essayer de braquer, de faire l'ultime braquage, braquer le coffre-fort des âmes de l'enfer. Alors, rien que ça. Le pitch, je l'ai trouvé très intéressant, c'est vrai. Un peu what the fuck. Alors, t'attends pas à quelque chose de rationnel. On parle de l'enfer, frérot. Ah, bon, voilà. Mais, j'ai trouvé que vraiment la narration était hyper bien amené, très dynamique. Voilà, c'est drôle, moi j'ai ri. Comme dans tous les films et les histoires de braquage, ils vont monter une équipe. Parce qu'il leur faut les meilleurs des meilleurs, chef. Et puis la fin est hyper bien imaginée. Et le charisme du diable, c'est quand même assez ouf. La cover est hyper belle. Je trouve que l'objet livre, alors tous les objets de chez Delcourt, qu'on soit tous d'accord, c'est une pépite. Et moi j'adore les œuvres de chez Delcourt où elle porte le sceau distillerie, parce qu'il y a une espèce un travail d'édition qui est incroyable. La Somna, tout ça, c'était pareil. Distillerie, voilà, tout ce qui sort, c'est une dinguerie. Et Delcourt les sublime. Je trouve vraiment que l'œuvre est magnifique. Voilà, elle est vraiment très très belle, l'œuvre. J'en suis fou. Tout simplement. Donc c'est une œuvre très efficace. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui va vous retourner la tête et vous allez y réfléchir et y revenir. C'est vraiment une œuvre coup de poing, une œuvre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. C'est pas juste une histoire de braquage si vous attendez à un truc comme ça. Ce n'est pas que ça. Voilà, vraiment. Allez lire Le Maître voleur ou autre dans ce cas-là, parce que c'est vraiment un beaucoup plus centré sur cet objectif-là de vol. Là, on est vraiment sur un questionnement profond de jusqu'où on peut aller par rapport à des sentiments. Est-ce que on peut mettre des sentiments de côté? Est-ce que le fait que tu sois une mauvaise personne, que tu aies été une mauvaise personne, que tu te sois reconverti de quelque manière que ce soit, est-ce que tu peux quand même te donner à toi une seconde chance? C'est assez intéressant. Il y a des moments assez trash. Ça reste le diable, donc c'est un petit peu what the fuck. Tu te dis mais attends, on est vraiment en train de parler du diable. Le diable est beaucoup plus puissant que ça. En 2-2, il peut vous exploser. Ben non, parce qu'il joue le jeu, et ça c'est intéressant. C'est hyper bien écrit par Joe Anderson. Et le dessin de Lee Garbett, bah oui, moi j'en suis fou. Vraiment, le dessin de Lee Garbett. Oh bah écoutez, hein, on va se faire plaisir, voilà. Le dessin de Lee Garbett, il ressemble à ça. C'est hyper dynamique. Je vous en montre pas beaucoup plus parce que je veux absolument que vous soyez, voilà, un petit côté des gaufriers et tout. Non, vraiment, j'ai passé un bon moment. Je vous conseille absolument, c'est dynamique. Quand il y a des courses de bagnole et tout, c'est assez ouf. Enfin, vraiment, ouais. Distillery, c'est une valeur sûre. Delcourt, c'est une valeur sûre. Lisez forcément The Big Burn, parce que franchement, vous allez passer un excellent moment. Et maintenant, mes petites perruches, nous allons peut-être parler de l'œuvre la plus cintrée, de l'œuvre la plus vulgaire, la plus décomplexée, la plus what the fuck, de cette sélection de 5 BD et comics de cette lecture de la semaine. Oui, mes petites perruches, cette œuvre est sortie le 17 septembre 2025 chez Oxymore Édition, et elle coûte 24,95€. C'est pas 25 €, ma perruche. Eh oui, bah oui, mais qu'est-ce que je te dise? Cette œuvre, on n'aime pas, ok? Mais là, clairement, si vous aimez la vulgarité, si vous aimez le côté, allez, on part du principe que c'est une uchronie déjantée, ça va vous plaire. Si vous aimez la bouffe, si vous aimez les armes, si vous aimez New York, vous allez kiffer Food Trucks War de Jarry. Alors Jarry, scénariste de génie, scénariste qui a, si je me gourre pas, scénarisé les nains. J'ai une vidéo qui sort bientôt sur les nains. J'ai eu un problème de son. Je vous le dis, c'est une vidéo en partenariat entre parenthèses non rémunérée, mais où j'ai invité la maison d'édition Greux Game. Petit gobelet que vous voyez ici là, et les copains de chez Greux Game. On a fait une vidéo qui est hyper cool, et je suis en train de retravailler le son parce que le son a bugué. Ah, je vous le dis. Donc bah écoutez, ça sort bientôt dans les caves du Miss et j'ai hâte de vous en parler, mais en attendant, bah, je suis en train de bosser dessus. Je galère. Donc si vous passez par là, je vous embrasse. Ça va bientôt arriver. Vous inquiétez pas. Et c'était une vidéo qui me tenait à cœur et j'ai hâte de vous la montrer parce qu'elle est vraiment cool. Juste le son, c'est pas possible. Faut que je trouve quelque chose. Donc Food Trucks War, Fact the Wonkers, Jarry, Odino au dessin, enfin Eduardo Odino, et la couleur est de Laura Cerruti. Écoutez, de quoi ça parle? Je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'elle est vraiment hyper complète et que ce sera peut-être plus simple parce que sinon, moi je vais résumer ça en un petit post-it. Ouais, je vous le dis. Food Trucks War, une plongée explosive dans un New York alternatif des années 80 où les vendeurs de street food ont obtenu une licence to kill. Chaque nuit, des food trucks armés jusqu'aux dents font régner la loi dans des quartiers laissés à l'abandon. Alors, quand un ancien trader en cavale plonge tête la première dans cette jungle urbaine pour sauver sa peau, il faut s'attendre à ce que les frites soient servies avec du rab de plomb.
Voilà, un mec, ancien trader, qui va coucher avec la secrétaire du patron, et tout le monde sait que la secrétaire du patron, bah, c'est la secrétaire du patron, voilà, donc déjà il y a un truc très problématique là-dessus. Il va se faire complètement avoir, et, le patron va se servir de ça pour le dégager, mais même pour plus que le dégager, pour le buter, parce que il bosse dans une entreprise, Rock Company, enfin un truc horrible, une grosse boutique de trader, tu vois, où en fait bah, l'argent est roi, et quand quelqu'un est problématique, on le bute. Il va réussir à s'en sortir de justesse et il va retourner dans la maison de son enfance où son père était assez violent et mauvais avec lui. Mais son père est quelqu'un qui bossait dans les food trucks à l'époque, qui faisait de la bouffe et compagnie, et qui va lui laisser les clés de son food trucks pour qu'il puisse à son tour, servir des bons petits plats mitonnés le midi, parce que, bah merde, des petits hot dogs, des burgers, parce qu'on est quand même à New York. Et puis, bah le soir, avoir une licence pour dézinguer les fumiers qui cassent les noisettes dans les quartiers. Pourquoi ils font ça, les mecs? Eh ben la raison qui est expliquée, c'est tout simplement parce que les mafieux ont tellement pris possession de la ville de New York que du coup, les food trucks en avaient ras-le-bol de se faire braquer, parce qu'il y a rien de plus simple qu'un food truck pour se faire de la thune, quoi, tu vois. Voilà, c'est tout, c'est la seule explication, frérot. L'une des seules, en tout cas. Et dit comme ça peut être, bah tu te dis, ouais, c'est pas ouf. Bah si, ça marche très bien. Ça marche très bien, parce que c'est servi avec un dessin qui est complètement dingue. C'est une uchronie dans les années 80, quand même. Il y a un petit côté rock'n'roll qui est assez cool. C'est très violent. C'est très cringe, parfois, quand même. Moi, j'ai vu ça comme pas comme un hommage, mais comme une possibilité d'aller jusqu'au bout de la connerie. Et j'ai bien aimé. Je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé. C'est bourré d'action, les personnages sont assez touchants, les filles sont sexy, les mecs sont musclés. On est vraiment sur un côté très classique de ce qu'on peut attendre d'une histoire un peu badass. On est tous d'accord là-dessus. Mais j'ai trouvé ça géant, dans le sens où le découpage est hyper dynamique, les dessins sont magnifiques, voilà, je vous le dis. Et puis il y a un je ne sais quoi de folie qui m'a convaincu. Je sais pertinemment que ça va pas plaire à tout le monde, que ce soit pour l'histoire, qui est complètement déjanté, ou vraiment les enjeux. La fin, qui est un petit peu rushée, c'est vrai, mais le voyage est cool. je sais pas comment t'expliquer ça. Je voulais vous le présenter parce que je veux que vous sachiez que ça existe, et je suis persuadé que ça trouvera lecteur. C'est une bonne BD, hein, c'est tout, mais c'est vrai que le côté antagoniste s'y attache pas des masses, ça c'est vrai. Mais je ne sais pas quoi t'expliquer, il y a une espèce d'odeur des années 80 américaines qui fait que j'y reviens un peu, quoi. J'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de tester, ça sent l'huile de friture, l'huile de vidange, enfin ça sonne un peu de tout. C'est un peu sympa, il y a des stéréotypes, c'est assez cliché. Il y a des zombies, ils ont réussi à mettre des zombases. Tu sais, c'est vraiment un hommage pop culturel de plein de trucs, mais avec un enveloppe, un bonbon, quelque chose qui est quand même assez séduisant. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui vont passer un excellent moment en lisant ça. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que vraiment, je trouve qu'il y a un travail qui est assez titanesque quand même sur cette BD. C'est très efficace. Petit hic sur la fin, je l'ai trouvé la fin peut-être un peu vite expédiée, pas forcément profonde, donc quelque part j'étais un petit peu coiffé au poteau, mais en même temps ça me satisfait, et quelque part j'en attendais pas beaucoup plus. J'ai besoin d'œuvres assez profondes comme celles qui vont arriver après, et j'ai aussi besoin de lire des Food Trucks War, parce que c'est totalement ma veine, c'est-à-dire on est d'accord là-dessus, c'est mon délire, si tu veux. C'est totalement péter du slip, c'est gratos, la violence, les courbes généreuses, les histoires what the fuck, du chrony, les armes, la bouffe, tout ça, c'est un côté très rock'n'roll qui pour moi est vraiment, et qui a marché pour moi. Mais je suis aussi conscient de ce que j'ai lu. C'est-à-dire que c'est très bon, mais c'est très bon pour ce que j'en attendais. Pas en attendant autre chose qu'un énorme divertissement, très bien exécuté, sacrément bien ficelé, ça marche très bien, mais force est de constater que la fin, elle est quand même un petit peu trop faible pour moi. En tout cas, ne boudez pas votre plaisir si vous voulez vous faire un bon gros steak des familles entre deux petits pains briochés comme ça, tout juste grillés avec une belle sauce sympatoche et une tranche de salade, et pourquoi pas, soyons fous, une petite rondelle de tomates. Food Trucks War. Bon, alors maintenant, les petites perruches, c'est là que ça commence tout de suite. Voilà, hein, ce que je vous ai présenté avant, c'était quand même pas dégueulasse, mais là, c'est la pépite absolue. Hein. Mais oui, bah, ça fait un peu long pour commencer. Oui, bah, les préliminaires, c'est important, frérot. Prendre son temps, on est là, on est bien, on prend un petit café, on joue avec de l'eau, il y a 2-3 petites huiles de massage. Bonjour, ça va? Oui, c'est quoi ton prénom d'ailleurs? Roger, très bien. D'accord. Et bah oui, bah écoute, qu'est-ce que c'est ça? C'est la vie. On a droit, merde, ça va? Commente, like, boost, partage. C'est maintenant la perruche, parce que là, je te parle d'une espèce de pépite de l'enfer qui nous est arrivée directement de chez Glénat, sorti le 1er octobre 2025. Ça coûte 23 balles. L'œuvre est magnifique. C'est du comics de chez Glénat, donc
donc faut le souligner. C'est de Tom King. Ah bah tu l'auras deviné, hein, je vais pas te faire patienter plus longtemps. Et c'est dessiné, donc c'est scénarisé par Tom King, le grand Tom King, et c'est Bilquis Evely qui est au dessin. Bilquis Evely, native brésilienne, je crois, qui a fait du Sandman, qui a fait du Supergirl, enfin, qui a vraiment un don pour le dessin qui est complètement absolument magnifique. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette cover totalement merveilleuse? Regardez-moi ça, comme elle est belle. Alors, il y a du vernis sélectif, c'est Kiki tout dur, ça vous me connaissez maintenant, mais en vrai, regardez-moi comme elle est belle. Je crois que c'est la plus belle couverture de l'année pour l'instant. Ah, mais voilà. Et je te dis ça, on est en octobre, là, donc oui, ça a mis un peu de temps, mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est, voilà, meilleure dessinatrice, Eisner Award 2025. Rien que ça. Est-ce qu'ils ont eu le nez creux, Glénat? Glénat, ils font pas beaucoup de comics, ils te présentent un truc, frérot, c'est un Eisner. Qu'est-ce que c'est de what? Oh, les gars, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, c'est Tom King, c'est très bizarre de les voir chez Glénat, mais c'est trop bien, quoi. Enfin, vraiment, l'œuvre, elle est magnifique. Et c'est Mateus Lopez qui est à la couleur. Œuvre incroyable, magnifique, coup de cœur scénaristique, mais alors surtout, graphique. Ah non, mais on le sait, on la connaît. Elle est trop forte. Mais là, ça explose tout, là. Là, il y a un truc, là. Aidez-moi, je vous en supplie, quoi. Surtout que ça se passe dans un château. Quoi? Regardez-moi ça comme c'est beau. Bref, de quoi ça parle? Je vais essayer de m'aider parce qu'il y a des noms, frérot, j'arrive pas à les retenir, c'est compliqué. Hélène de Windhorn, déjà. Voilà. Donc, c'est une histoire complète, faut le savoir. Tu dis ça, t'as tout. T'as un début, un milieu, une fin, c'est génial, t'es content, à la fin, t'as envie de danser de la pluie. Mais de quoi ça parle? Au tout début, on est avec une dame âgée, voilà. Une dame âgée. Madame... Attendez, bougez pas, j'essaie de trouver son nom parce que c'est compliqué, je vous dis ça, c'est compliqué. Madame Appleton, qui est juste ici, qui est interviewée par un jeune homme. Madame Appleton est ici, elle va nous raconter tout simplement son histoire, comment elle a rencontré Hélène. Donc elle, c'est une espèce de gouvernante qui est missionnée par quelqu'un qui a de l'argent et qui est missionnée pour aller récupérer Hélène, pour l'amener au château de Windhorn chez son grand-père, puisque cette Hélène en question a perdu son père, qui est un romancier de pulp américain. Voilà, Monsieur Cole, romancier reconnu dans des pulps américains et créateur de personnages à succès tels que Autant ou Helen Cole. Alors, c'est typiquement du Conan. Voilà, on va parler pas mal de Conan dans l'univers de Conan sans la violence du Conan. C'est-à-dire qu'on va aller dans les univers. Vous allez voir ça après. Bref, elle est appelée tout simplement pour aller chez son grand-père. Donc tu sens que c'est une Hélène, une fille désabusée, qui, à cause de son père, a bu de l'alcool beaucoup trop tôt dans sa vie. Ça, c'est jamais trop expliqué, mais alors clairement, à 16 ans, elle se bourrait la gueule avec son père. Bref, son père est décédé. Et elle se retrouve en prison, et du coup, cette dame-là, Madame Appleton, va la retrouver dans une cellule et la faire sortir pour l'amener chez son grand-père sur cet énorme château magnifique de Windhorn. Une fois arrivée au château, elle va rencontrer un majordome qui va lui expliquer, voilà, vous allez vivre ici chez votre grand-père, voici le château, je vous présente chaque pièce une à une, et elle va rester bloquée sur la cave à vin et elle va se mettre des races de balade avec des pinards qui coûtent une fortune, frérot. Un truc qu'elle fait même pas décompter, rien à foutre, non. Donc elle arrive, elle picole, elle est dans sa chambre, elle picole dans sa chambre, mais bon, bref, elle fait rien à part picoler, quoi. Donc la gouvernante, elle commence à se dire, putain, mais c'est pas possible, la pauvre enfant, elle est complètement perdue, alors ça, par rapport au décès de son père et compagnie, bon voilà. Petit à petit, on va en apprendre beaucoup plus sur la relation qu'elle avait avec son père, on va faire la connaissance du grand-père qui a une classe, mon pauvre, juste ici. Mais ça, c'est assez tard dans l'histoire, c'est pour ça que je peux pas trop vous en dire. C'est à 1/5, un quart de l'histoire, on rencontre vraiment le grand-père, qui lui est un homme assez mystérieux, très froid, assez sec, et qui lui est assez mystique, un peu classe, et terriblement colérique. Voilà, il est très renfermé. Quelque part, il a eu une histoire avec son fils, donc le père de Hélène, qui est pas simple non plus, mais on va l'apprendre petit à petit. Un soir, voilà, Hélène et sa gouvernante, enfin, j'appelle la gouvernante, mais c'est une employée de maison, hein, c'est clairement la personne qui est payée, mandatée pour s'occuper de Hélène, donc j'appelle la gouvernante. Un soir, elles vont entendre du bruit, et puis elles vont se faire attaquer par une créature mystique, mythologique, horrible, monstrueuse, en pleine nuit. Alors c'est-à-dire que toute l'histoire se passe dans une espèce de paysage idyllique, mais à peu près réaliste, entre parenthèses, jusqu'à ce moment-là où ils vont faire connaissance d'une espèce d'énorme créature que le grand-père va dégommer devant leurs yeux, tout simplement. Suite à cela, le grand-père et Hélène vont faire plus ample connaissance et partir dans des aventures incroyables via un portail, une forêt, un lac, toi-même tu sais. Bref, l'histoire est incroyable. Du début à la fin, c'est maîtrisé. Tom King est un génie. Alors oui, je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup trop verbeux, putain, il y a 50 000 morceaux de texte, qu'est-ce que c'est que ce délire? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de texte. Ça parle beaucoup. Il y a énormément d'écriture. C'est un délire. Ah, il y a beaucoup de texte. C'est vraiment... Tu passes beaucoup de temps à lire cette œuvre.
Et c'est pas grave, c'est du Tom King, on sait à quoi s'attendre, il a fait du Tom King, c'est très bien ficelé, les émotions sont tout juste décrites, elles sont ressenties dans le dessin, les histoires qui y sont racontées, telles du Conan ou du Magicien d'Oz et compagnie, dans toute cette espèce de monde de l'imaginaire que nous, lecteurs de fantasy, de science-fiction, on adore, mais écoute, on va les ressentir sans jamais les vivre. C'est pas un point négatif, mais c'est le point un peu bizarre pour moi, c'est qu'effectivement, quand Hélène et son grand-père vont partir en expédition, ils vont revenir au château, peut-être des fois 2 semaines plus tard, et Hélène expliquer à madame la gouvernante là, putain j'arrive jamais à son prénom, c'est pas possible, c'est une ancienne là, mademoiselle Appleton. Hélène va dire à madame Appleton que bah voilà, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai fait ça, j'ai machin. Alors des fois c'est dessiné, des fois c'est juste raconté. C'est un peu frustrant frérot, à un moment on voit rien, c'est-à-dire que quand tu t'attaques et machin et que tu tires tête à quelqu'un et compagnie parce que t'es le maître d'une espèce des hommes Skaven, qui sortaient du sol et machin, et que tu les vois, elle t'explique qu'elle est en train de se battre, bah t'as envie de la voir se battre, simplement, hein. Pourquoi, à ton avis, t'as envie de la voir se battre? Parce que ce soit expliqué, c'est déjà pas mal, t'as du lore, tu sais ce qui se passe. Tu veux le voir parce que c'est magnifique. Voilà. Putain, mais Bilquis Evely est rentrée dans le top 10 des dessinatrices et des dessinatrices les plus talentueux que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie de lecteur. C'est magnifique. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte le niveau de détail, mais c'est monstrueux. Oh, c'est vraiment mais un Eisner, mais donnez-lui 50 Eisner, c'est incroyable. Les couleurs que nous propose Mathéus Lopez, mais matez-moi ça, bordel. Là, ça pue le Conan, là, il y a un truc, là, ça pue le Conan. Et puis d'un coup, on va partir sur des... Regarde, Conan encore, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, c'est comme des covers de pulp, parce qu'il y a tout un aspect par rapport à ça. Quand on revient à la discussion que l'ancienne, je connais plus son prénom, j'en ai marre, et le jeune homme discute, la façon dont toutes ces œuvres pop culturelles vont traverser le temps et par rapport à un coffre à jouets et tout. Bah, bref, c'est hyper bien amené par Tom King. Il y a évidemment énormément de respect envers toutes ces œuvres de pulp, de fantasy et compagnie. C'est vraiment une dinguerie. Voilà, je regarde, à chaque fois je monte cette page, c'est trop beau, tous les personnages ont une gueule, c'est pas possible d'avoir une gueule comme ça. Et puis bah voilà, ça passe d'un côté un peu Conan avec des aspects un peu feutrés à de la fantaisie pure et dure, avec des couleurs chatoyantes, c'est merveilleux, il y a un niveau de détail là-dedans, mais qui est monstrueux, mais c'est monstrueux, bordel. Oh, je suis tellement content que ça existe, Je suis trop content qu'en France on ait l'occasion de pouvoir lire ça, que ça vienne outre-Atlantique, que ça tombe dans nos mains dans une œuvre aussi belle que ce que Glénat a pu nous proposer ici. C'est tellement beau, putain, mais c'est tellement beau, quoi. L'œuvre, elle est incroyable, c'est magnifique. J'ai pas les mots, c'est vraiment j'étais enchanté par ce comics. J'étais enchanté. Vraiment, c'est fou. J'en avais parlé aux rubriques de G, j'en ai parlé à Spider-Man, j'en ai parlé à tous les copains là, avec qui on faisait la liste des sorties du mois d'octobre. Et je suis trop content parce que j'avais lu la première issue. Je suis trop content que la suite soit aussi bonne que la première issue. Waouh. Enfin, vraiment, c'est une folie. C'est une folie. Donc voilà. Hélène de Windhorn, je pense que je peux pas plus le vendre, là j'étais déjà beaucoup trop long. Achetez-le, lisez-le, offrez-le, vendez-le pour acheter un autre derrière. Enfin, faites que ça en fait si tu veux, parce que faut que ça marche ces trucs-là. Faut m'envoyer un message fort à Bilquis Evely et lui dire que même nous en France on a kiffé son dessin. C'est une pépite. D'ailleurs en parlant de pépite, on part sur une autre grosse pépite. Bon bah voilà mes petites perruches, désolé si j'ai une gueule un tout petit peu plus fatiguée que quand je parlais de Hélène de Windhorn, parce que tout simplement ça fait 1h30 que j'essaie de tourner cette dernière partie, mais je suis souvent pris par l'émotion, où je m'en mêle les pinceaux tellement l'œuvre est dense. Dans tous les cas, c'est une œuvre sortie au label 619 chez Rue de Sèvres, elle coûte 31,90€, ça sort le 15 octobre 2025. Vous l'avez compris, c'est Mathieu Babet qui est au four et au moulin. Je vous parle de Silent Jenny. Silent Jenny's, regardez-moi l'œuvre comme elle est belle déjà. Regardez la cover comme elle est belle. Regardez-moi le rouge comme il pète, un peu comme Frontier, il avait un jaune pâle, et un jaune quand même avec un pantone un peu ultra flashy quoi. Et c'est cool parce que mine de rien, ces œuvres-là, dans une énorme bibliothèque ou librairie, eh ben ça se voit de loin et c'est pas plus mal parce que tout le monde devrait lire ça puisque c'est un énorme coup de cœur. C'est l'une des meilleures lectures que j'ai faites en 2025, vraiment. Alors, je suis à la 2e lecture et je pense qu'il y a encore de quoi cogiter, 2-3 lectures encore, et je pense que ça va apporter de nouvelles choses parce que c'est bourré de références. D'ailleurs dans le décor aujourd'hui j'ai mis une petite référence, une référence dans la cave du Minsk qu'il y a là-dedans, et c'était aussi un clin d'œil et une référence qu'il y a dans cette BD là par rapport à la vraie vie. Donc je vous laisserai voir ça et me dire dans les commentaires si vous avez trouvé de quoi je veux parler. Waouh. Ah ouais. Oh salut. C'est le menteur, ça va vous?
Vous allez réussir à trouver la petite subtilité que Mills a cachée dans le décor, hein, la seule bande dessinée face caméra en arrière-plan éclairée par une petite souris avec une lampe. Et ce depuis le début de la vidéo. Non mais je suis désolé, c'est pas subtil. C'est ridicule, ça en devient presque vexant quoi. Hein, c'est quoi, c'est une énigme vraiment qui vous pose là? Je ne crois pas. En plus là on arrive sur des vidéos qui font 1 heure. Ça y est, c'est bon. Ah c'est officiel, drapeau et compagnie, petit cotillon, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans, c'était des vidéos de 30 minutes. Hein, il y a 4 ans, c'était des vidéos de 12 minutes. C'est-à-dire que là, quoi, dans 2 ans, on arrive à 1h30, 2 heures, on est sur un long métrage. Qu'est-ce que ce bordel? Moi, j'ai pas que ça à branler, c'est mon boulot, quoi. Et je suis payé pareil, hein, à coup de lance-pierre, simplement. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous foutez encore là. Merci, infiniment. Merci de vous abonner, commenter, liker, booster. Enfin, bref. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Bref, en tout cas, merci à vous, parce qu'on est bientôt 4000. Et je sais très bien que c'est pas uniquement grâce à Mills. Je sais qu'il y a des personnages que vous aimez plus que d'autres. Et dans les commentaires, bah voilà, le monteur, le fameux El Famoso, le monteur quoi, que souvent vous stipulez. Donc merci à vous. Je les vois. Hein. Je pas le droit de répondre parce que Mills veut pas, mais je suis très heureux de vous, que vous pensiez à moi de temps en temps. Quoi. Voilà. Bon bah on va continuer parce qu'il me reste bien 2 nuits de boulot. Voilà, et la vidéo sort demain. Je vous laisse calculer. Bisous. Dans tous les cas, Silent Jenny, c'est un coup de cœur, c'est une pépite. De quoi ça parle? Je vais lire la 4e de couverture et je vais essayer d'agrémenter juste après. Dans un futur lointain, les insectes pollinisateurs ont disparu, ainsi que le reste de la biodiversité. D'un an, les humains à arpenter des paysages désormais stériles à bord de monades des villages motorisés. C'est dans l'une d'elles que vit Jenny, déterminée à récupérer les dernières traces d'ADN d'abeilles dans l'espoir de retrouver le monde d'avant. Donc on est dans un futur lointain, vous l'aurez compris. Les monades, ce sont des villes nomades. Ouais. Sur chenilles, sur roues et compagnie. On a déjà vu ces délires-là, ces références-là dans certains films et compagnie. Il y a énormément de références pop culturelles, il y a beaucoup de choses, il s'est inspiré d'énormément de choses pour créer un tout cohérent. Comment il a fait, j'en sais rien, mais en tout cas, chapeau l'artiste, c'est terrible. Alors, une seule chose, Jenny vit au sein de cette ville roulante, ok, ça, vous l'avez, mais son boulot, elle bosse pour Pyrocorp. Pyrocorp, c'est une entreprise un petit peu omnisciente, omnipotente, enfin, vraiment c'est une entreprise un petit peu avec une force armée, enfin, c'est une grosse corporation, quoi. Donc, Pyrocorp récupère l'ADN que Jenny lui envoie, et grâce à ça, ils essaient de reproduire des insectes pour que, la pollinisation se refasse, et que, la vie continue, que les fruits poussent, que les fleurs fleurissent. Mais voilà. À un moment, on est là-dessus et c'est pas simple. On va apprendre beaucoup de choses. Je vous en dis pas beaucoup plus, évidemment. Tout ce que je veux vous stipuler là, c'est que Jenny, pour récupérer cet ADN-là, va devoir se transformer. Entre parenthèses, elle est en combinaison avec une machine et cette machine lui permet, dans des zones bien définies, de rétrécir ou d'augmenter. Un peu comme Ant-Man. Je vous dis, il y a énormément de références. Mais du coup, au tout début de l'histoire, c'est vraiment la première page qui est incroyable, qui met dans le bain tout de suite. On voit Jenny en train de courir avec des petites onomatopées là, quand elle marche, quand elle court, et on tombe avec 2 personnes un peu humanoïdes avec des tronches pas possibles. Alors c'est de la classification, on saura ça après évidemment, mais les 2 personnes sont là et elles parlent à moitié mal, elles sont là genre non, puis du coup, elle commence à courir et tout, elle monte, elle saute, elle grimpe, elle passe, elle se faufile et tout, et elle tombe nez à nez avec ça, voilà. Et avec ces petits ustensiles, elle va faire un trou et récupérer un petit peu d'ADN pour voir si cet ADN-là est viable, si on peut utiliser cet ADN-là pour créer de nouvelles bestioles, quoi. Suite à ça, elle va réussir à se barrer et elle va elle va arriver dans la zone et redevenir à taille normale. Voilà. Suite à ça, elle va retrouver la monade. La monade, c'est cette ville roulante, je vous rappelle, où à l'intérieur, il y a un cartographe, des cuisiniers, des gens qui font des semis pour pouvoir faire pousser des légumes et des machins. Il y a des enfants qui jouent. Alors, les enfants sont casqués. Ils ont des casques sur la tête depuis qu'ils sont tout petits pour éviter qu'ils respirent mal, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a toute une histoire par rapport à ça. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire. Il y a l'histoire de la monade, donc de cette ville-là roulante. On va voir aussi les villes, vraies villes qui existent, des grosses villes. On va voir la vie dans des tours de Pyrocorp, donc des tours où travaillait Jenny. Voilà, donc vraiment un côté très bureaucrate. On va voir la vision des jeunes, on va voir la vision des personnes qui ont décidé de vivre une vie autrement, autre que la ville qui roule et qui est vue de façon un petit peu mal par les gens qui vivent dans la vraie ville ou par Pyrocorp. Il y a beaucoup d'aspects narratifs qui font que du coup c'est très dense. Mais à aucun moment tu te perds, c'est terriblement bien écrit. Jenny est une personne un petit peu silencieuse, un petit peu effacée, de toute façon Silent Jenny, voilà. Et elle, tout ce qu'elle veut, elle est déterminée. Elle veut trouver de l'ADN, elle va tout faire pour que ça se passe. Sauf qu'elle voit qu'autour d'elle, les gens ont un petit peu baissé les bras, quoi. Dans la tour Pyrocorp, typiquement, elle voit que
les gens ne font pas... Elle demande beaucoup de missions, des fois elle en a pas. Eh les gars, c'est quoi votre problème en fait? Vous voulez qu'on avance ou pas quoi? La meuf, elle est amenée, poussée, ça la grandit. C'est quelque chose qui lui tient tellement à cœur qu'elle donne toute son âme, tout son être. C'est vraiment, elle est altruiste, elle donne tout ce qu'elle peut pour que ça marche, pour que les gens retrouvent une vie belle, une vie normale, et pour que les enfants aient un avenir meilleur. Il y a quelque chose de très radieux, tout en étant un petit peu maussade dans cet univers. Et c'est vraiment très intéressant. On va toucher du bout du doigt les manches-cailloux, la religion. Les manches-cailloux, c'est des personnes qui sont un petit peu embauchées par des entreprises telles que Pyrocorp ou autres, mais pour faire le sale besogne. La classification, c'est quoi? C'est côté Cronenberg de l'histoire de Mathieu Bablet. C'est-à-dire que quand Jenny est grande, tout se passe bien, le monde est un peu pourri mais ça va. Quand elle décide d'aller chercher de l'ADN, elle appuie sur un bouton avec sa combinaison et elle descend au stade de tout petit. À ce stade-là, faut pas qu'elle reste trop longtemps, sinon si elle est au contact trop longtemps de l'air libre, enfin c'est-à-dire que si elle enlève son casque et qu'elle remet, ça va, mais si elle l'enlève trop longtemps par exemple, elle peut avoir de la calcification. C'est une espèce de stalactite de peau ou de espèce d'excroissance qui pousse sur la main, sur la gueule. Quels sont les gens qui font le choix de la calcification et qui trouvent pas ça si désagréable parce que les corps à la limite ils sont comme ils sont, à partir du moment où on vit librement. Il y a toutes ces histoires là qui sont très très intéressantes et moi j'ai trouvé ça merveilleux. Voilà, j'ai trouvé ça merveilleux. La tour Pyrocorp elle est représentée comme ça quoi. Et c'est là que Jenny va ramener l'ADN pour que ça avance et compagnie. Jusqu'au jour où Jenny va tomber sur une collègue à elle dans cette entreprise qui fait le même travail qu'elle avec vraiment de la calcification sur la gueule. Elle va être cramée par la calcification, une espèce de discours un peu incohérent et compagnie. Et Jenny va se dire qu'elle va aller voir ce qui se passe, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'intrigue principale. Mais je trouve que ce qui fait aussi le sel de ce bouquin-là, c'est toute la vie au sein de la monade. C'est toute la vie, tous les sentiments, la façon dont Jenny a de se comporter. C'est une héroïne qui va pas très bien, quoi. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Je peux pas en dire beaucoup plus, je veux vous garder vraiment le secret, que je vous divulgage rien du tout. Vraiment, c'est un personnage principal que l'on va suivre, auquel on va s'attacher, mais qui est loin d'être quelqu'un de parfait, quoi. C'est pas manichéen, il y a vraiment la complexité de l'homme, de la femme, la complexité des rapports humains. Surtout dans un monde où tu vis d'une façon un petit peu anarchiste. Et dans ce milieu anarchiste-là, tu peux rencontrer des gens bienveillants, tu peux rencontrer des gens positifs, et évidemment des gens qui vont t'amener vers le bas. Jenny, c'est la définition même de la personne qui va jamais lâcher. Et ça va évidemment amener du bon et du moins bon. Cette histoire m'a touché de ouf, la fin est magnifique, c'est merveilleux. Putain de bordel c'est trop bien quoi. C'est vraiment trop bien, il y a rien acheté, il y a tout cet aspect religieux aussi parfois, dans différentes factions. Il y a la croyance, il y a le rapport au réel, il y a le choix de la mort, le questionnement de la mort choisie, qui est vraiment un des moments forts de cette bande dessinée là. Il y a deux moments forts, enfin plusieurs moments forts évidemment, il y en a deux qui m'ont marqué, c'est le choix d'une mort assistée, qui est vraiment j'ai du mal à en parler parce que c'est vraiment c'est incroyable de décrire ça de façon frontale à ce point là quoi. Mathieu Bablet, il a quelque chose à dire, il le dit quoi. Et là, c'est tellement bien dit, quoi. Il y a cet aspect de la sélection de la mort qui est un sujet qui, moi, personnellement, me bouleverse, me terrifie. Et le fait de pouvoir l'exposer comme ça, de façon si brute, si naturelle, c'est fou, quoi. Il y a la nouvelle génération. Ne pas oublier ce qu'on va laisser à notre nouvelle génération. Ne pas oublier ce que eux ont vécu avec ça. Ils sont beaucoup plus forts que nous parce que ils ont toujours vécu dans un monde comme celui-ci. Ils ont des forces incroyables. La nouvelle génération, il faut leur faire confiance. C'est ça qui est beau. Et le don de soi, quoi. Le don de soi, que ce soit la personne à la radio, la cartographe, les gens positifs qui ont vécu des horreurs, Jenny, l'aspect de la classification. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Elle m'a mis une tarte, mais une tarte. En plus de ça, il y a des fulgurances graphiques. Il y a la beauté du dessin et du trait de Mathieu Bablet. Il a agrémenté tout ça de cartes que l'on a à peu près à chaque chapitre, on va dire. Regardez-moi ça comme c'est beau, bordel. Les couleurs vives comme ça dans un monde aussi terne. C'est du génie. Il y a des... C'est du génie. Putain, bien joué, Mills. Regardez-moi ça, il y a des carnets où ils écrivent énormément de choses. C'est magnifique. Il y a tout l'aspect au corps qui va pas plaire à tout le monde, évidemment. Et tous ces moments de fête et évidemment l'aspect mystique, l'aspect hallucinatoire qui est mis en avant aussi. L'action qui est hyper bien retranscrite. Enfin, c'est... Bravo Mathieu Bablet, bravo, c'est incroyable. Voilà, là franchement, c'est une semaine de malade. Franchement, je vous souhaite à tout le monde de vivre une semaine comme celle-ci, quoi. En lecture, c'était quand même assez énervé, quoi. Waouh. Bon bref, voilà. Je vais la reprendre, tu vois, je l'ai posée tellement je suis choqué, quoi. Je suis choqué. Une chose
À savoir, si vous avez aimé Carbone et Silicium, vous allez aimer. Si vous n'avez pas aimé Carbone et Silicium, vous allez aimer, c'est sûr. Si vous voulez une lecture fluide, remplie d'émotions, tout en y apportant énormément de sujets sur la table, pris au sérieux, avec un dessin mais qui te hante, qui te bouleverse, et qui vraiment c'est une BD qui te reste en tête. Foncez sur Silent Genie. Si vous voulez faire un super cadeau à vos proches qui aiment la BD, foncez sur Silent Genie. Si vous voulez vous faire plaisir à vous, il faut que vous offriez ça. Je vais l'offrir en masse. Je sais que 31,90€, c'est pas donné, clairement c'est 32 balles quoi. Mais l'œuvre est incroyable. Parlez-en à vos libraires, parlez-en à vos bibliothèques, parlez-en à vos écoles, parlez-en à tout le monde. C'est une œuvre que tout le monde attendait. C'est une œuvre qui ne m'a pas déçu. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes et de libraires qui avaient adoré cette lecture également. Ça ne m'étonne pas. C'est à mon sens dans le top 5 de mes meilleures lectures 2025. Il faut que je le relise. C'est une œuvre qui se digère, qui se discute, qui se débatte à chaud, qui se digère, qui demande une certaine relecture. Et rien que pour les planches, quoi. Le travail est dantesque, le travail est titanesque. C'est magnifique. J'adore sa façon qu'il a de balancer des onomatopées en blanc. J'adore les perspectives. J'aime beaucoup les perspectives qu'il utilise. J'adore le monde qu'il a créé, j'adore la caractérisation de tous les personnages. Je suis un fan absolu de toutes les idées intelligentes qui a été trouvées, le fait de faire le plein, le fait d'éviter les villes, le fait de chasser les monades. Ouais, c'est complet quoi. Graphiquement, scénaristiquement parlant, la couleur, c'est complet de chez complet. Donc faites-vous vraiment ce plaisir et offrez-vous Silent Genie ou empruntez-le ou j'en sais rien, mais lisez-le bordel. Mais avant de vous laisser tranquille mes petites perruches, vous l'aurez remarqué, la temporalité de cette vidéo est complètement folle. Il y a les lectures royales de la cave derrière moi. Et dans la colonne bande dessinée, il y a déjà 2 Mathieu Bablé. Alors là, ça fait une semaine que j'ai tourné la vidéo, j'ai eu le temps de relire la bande dessinée 2 fois. Donc là, vous êtes en train de voir du passé, mais moins passé que ce que vous avez vu avant, et quand on va repartir après cet acte-là que j'ai en train de faire maintenant avec vous, on va partir dans du passé un peu moins lointain. Puis on va terminer sur du passé qui est pratiquement le futur par rapport au passé que je vous ai montré. Voilà, je sens que je vous ai perdu. Je me suis fait le magnette de Silent Genie parce que j'y ai beaucoup réfléchi, je l'ai lu, relu, j'ai découvert de nouvelles trames, de nouvelles de petits détails. J'ai vraiment, je me suis attardé sur les dessins, vraiment bourré de sensibilité, de détails, c'est incroyable. Je vais pas en faire la chronique, mais effectivement, c'est une œuvre qui compte, voilà. Et je me suis dit, mais je suis pas un fanboy de Mathieu Bablé, je vais pas en mettre 3 quand même dans la colonne BD. Bah si. De toute manière, je fais ça juste par ressenti. Il y a aucunement l'envie de classer des œuvres mieux que machin, mais bon, ça permet juste d'en discuter. Maintenant que j'y ai mûrement réfléchi, je pense que la meilleure œuvre de Mathieu Bablé, pour avoir remis le nez dedans, ça doit être Carbone et Silicium. Donc je pense que je vais mettre Carbone et Silicium à la place de Shangri-La. Carbone et Silicium, pour moi, c'est indétrônable par rapport à l'œuvre de Mathieu Bablé. Parce que c'est l'œuvre que j'ai le plus lue, je pense, et c'est une œuvre qui a compté un moment dans ma vie. Comme Shangri-La, hein, c'est vrai. Mais je pense que je vais mettre Silent Genie en 4e position, tout simplement. Et je vais ensuite décaler le tout avec Shangri-La à la 5e, OKA à la 6e, la série Zombie, qui est excellente. D'ailleurs, faut que je la relise bientôt et que j'en fasse une chronique, ce serait pas mal. Urban ensuite, Rip qui descend. Il faut flinguer Ramirez à la 10e place. Et donc, L'Homme en Noir, une BD intéressante, plus qu'intéressante, importante, s'il en est, va intégrer les archives de la cave, tout simplement. Donc on va retourner le panneau, frérot. Les archives qui sont quand même pas dégueulasses. On va pas se mentir. Il y a déjà aucune tombe assez profonde, hein, qui est aussitôt arrivée, aussitôt ressortie. Mais en tout cas, c'est une œuvre marquante et on met L'Homme en Noir juste à côté. Voilà. Commence à avoir de la gueule, ce bordel. J'ai hâte de lire la suite de Scalp, tout ça. Enfin bref, voilà, j'adore ce panneau, mais bon, c'est vrai que je le sors pas souvent parce que c'est quand même compliqué d'avoir les meilleurs top 10 ever de toute ta vie. Et il y a des trucs qui sont quand même bien établis, bien intégrés. Et je suis trop content. On repasse dans le passé. Au nom de Dieu, ma petite perruche, c'était long. Désolé, mais ouais, c'était long, mais c'était bon. Vraiment, je vous le dis. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. J'espère que vous serez arrivés jusqu'au bout. Envoyez de la force à cette vidéo-là. Partagez-la autour de vous. Faut que les gens découvrent les œuvres que je viens de vous envoyer là, parce que franchement, c'est une dinguerie. Hein. Bon bah, Silent Genie, je vais pas en reparler. Je vous ai assez bourré le mou comme ça, mais franchement, on va quand même en reparler dans la cave. Je pense c'est un petit pot de pressure, ça. Vraiment. Grosse pépite, grosse clacasse. Foncez dessus. Hélène de Winhorn. Ouais, ça c'est pareil. Hein, graphiquement, c'est une dinguerie. Le récit, il est lourd. C'est incroyable. Alors, tout l'inverse de Food Trucks War, qui est pas complexe comme histoire, mais qui est un véritable divertissement où tu poses ton cerveau. Et de temps en temps, je suis désolé, oui, ça fait du bien. Et en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Ça va à 100 à l'heure. C'est totalement déjanté et c'est tout ce que je voulais lire à ce moment-là. The Big Burn de chez Delcourt. Et ben, j'ai passé un super moment, bordel. C'est vraiment tout ce que j'attendais aussi. Et mine de rien, c'était pas si... je m'attendais à un truc un peu bas du front. Et franchement, il y avait pas mal d'idées qui ont été creusées et tout. L'idée de mettre l'enfer
faire comme un espèce d'énorme lieu de jeu et de vice. Je trouve ça génial. Et puis la caractérisation du diable, quoi. Enfin, vraiment, c'est trop bien foutu, quoi. Et puis l'histoire de ce couple un peu stylé, enfin, bref. Et Jacob, et ben voilà. Jacob, franchement, Mud, il m'a encore foutu sur le cul. Le scénario, il est incroyable. Le dessin, comme je vous le dis, hein, il est très bon, mais c'est pas ma cam, tout simplement. Il est très bon, mais si vous aimez le manga, c'est évident que vous allez kiffer ça. En tout cas, j'ai hâte à la suite. Comptez sur moi pour vous en parler. Je vais me le faire parce que franchement, j'ai passé un super moment. Et voilà, mes petites perruches, c'est tout pour aujourd'hui, pour ces lectures de la semaine. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quelles sont vos petites pépites de la semaine, ça m'intéresse toujours autant. Commentez, likez, partagez, boostez si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo-là, si vous l'avez aimé, évidemment. Suivez-moi sur Instagram, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave. Allez, c'est bon. C'est ce qu'il faut dans la boîte. Mon gamin il est en train de se poser des questions, il dit qu'est-ce qu'il fait papa là. D'ailleurs, tiens je vais en profiter, vu que c'est la fin de la vidéo. Tout ça là, évidemment que c'est pas une apologie. Je suis assez bien placé pour savoir que ça fait des dégâts. C'était pour le besoin de la vidéo. C'est évidemment pour en mettre une petite couche pour vous dire que, attention avec l'alcool, consommez-le avec modération, parce que ça fait des dégâts physiques déjà pour vous-même et psychologiques. Moi je suis très alerte là-dessus. Parce que bah, moi aussi j'aime bien avoir un coup de temps en temps. Mais faites très attention, faites vraiment très attention à vous. En aucun cas c'était juste pour rigoler. Hein. Il y a toujours un petit message dans la quête du Minx. Et là en l'occurrence, bah, vous l'avez bien compris, par rapport à la BD Jacob. Voilà. Donc c'était du Ice Tea. Non je préfère le montrer quand même. J'ai quand même bu une canette de Ice Tea complète. Parce qu'à force de faire des ratés, bah, bah, tu rates, donc tu rebois. Et tu rebois. Et c'est quand même assez sucré. Pareil hein. Bouger, manger, machin, mes couilles surtout. Allez, bisous.